Bonsoir, bienvenue à l'émission Parallèle et lui, édition du 4 novembre. Ce soir, mon premier invité, M. Jocelyn Fréchette, président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. M. Fréchette, bonsoir. Bonsoir, Mme Hardy. Tout d'abord, votre élection date de quelques jours déjà, mais vos réactions, est-ce qu'elles sont encore aussi vives? Êtes-vous encore aussi content? Oui, très heureux. D'ailleurs, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes du magnifique territoire de la CSCV qui ont pris le temps d'aller voter, de se déplacer pour aller voter. Puis j'aimerais remercier également M. Sylvain Léger pour nous avoir permis pour la première fois d'élire un président au suffrage universel. Maintenant, je me sens prêt à relever des nouveaux défis dans le contexte actuel et particulier. Puis j'aimerais remercier les gens qui m'ont aidé tout au cours de ma campagne et tout spécialement lors de la journée d'élection. J'aimerais en terminant remercier particulièrement ma famille pour leur soutien et les sacrifices qu'ils ont faits pendant celle-ci. Plusieurs personnes ne connaissent pas le rôle ou la méthodologie justement des commissions scolaires. Si on décortique un peu en quelques parties, premièrement, je vais vous demander, qu'est-ce qu'un commissaire scolaire? Un commissaire, c'est un élu qui représente les besoins socio-économiques et démographiques de son milieu en éducation. C'est à peu près l'équivalent, si vous voulez bien, d'un conseiller municipal. Fait que son rôle à lui, c'est de représenter les besoins, être à l'écoute de son milieu, puis de faire les représentations à la table du conseil pour défendre les intérêts de chacun de ses citoyens de sa circonscription. Est-ce qu'un président, justement, de la commission scolaire, on pourrait le comparer au maire de... Effectivement, bien, dans le fond, c'est un rôle qui est quand même d'importance, parce que c'est le porte-parole puis c'est le représentant de la commission scolaire pour tous les citoyens. De plus, bien, son rôle à lui se traduit à favoriser le consensus, puis parfois, il est obligé aussi de trancher lors d'égalité au niveau du vote, puis dans certains débats. Mais c'est aussi de faire valoir les besoins scolaires par rapport à ses vis-à-vis politiques, provinciales et autres. Fait en tout et partie, c'est vraiment le lien entre l'administratif et le politique. Du côté de la méthodologie, justement, vous faites la comparaison avec le côté municipal. Est-ce que vous avez la même ligne de pensée? Est-ce que vous avez la même méthodologie qu'un conseil municipal, si je peux dire? C'est significativement les mêmes façons de faire. On a une table de conseil, l'équivalent d'un conseil de ville. Nous, c'est la table, on appelle ça le conseil des commissaires. On se réunit sur l'ensemble du territoire, comme sur l'ensemble, dans le fond, d'une ville avec des secteurs de ville. On se réunit pour traiter, dans le fond, des différents enjeux au niveau scolaire. Pour plusieurs personnes, souvent, je l'ai entendu, je l'ai dit pour l'avoir entendu, les gens disent un commissaire scolaire, ça se réunit une fois par mois, ça discute pendant 30 minutes, puis après ça, le tout est réglé. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Faites-moi un peu le descriptif, exemple, pour un mois dans la vie d'un commissaire scolaire. Bien, c'est de valeur parce que ça, c'est souvent des perceptions que les gens ont sans connaître vraiment la réalité de comment ça se passe. Un commissaire, dans le fond, son rôle principal, c'est d'adopter les politiques et les règlements suite à un processus consultatif. Il y a des parents, dans le fond, qui sont consultés, les membres du personnel, puis certains membres, dans certains cas, de la communauté. Son rôle principal, c'est d'influencer lors de consultations publiques la Fédération des commissions scolaires, le député local qui, dans le fond, arrive avec des projets de loi. Puis, si on regarde dans un cas plus pratico-pratique, il y a différents comités restreints qui siègent à la commission scolaire, que ce soit les ressources humaines, les ressources éducatives, financières, matérielles. On a plusieurs comités, informatiques et autres. Bien, ces comités-là, dans le fond, travaillent en comité restreint et amènent des recommandations à la table du conseil. Subséquemment à ça, bien, le comité de travail, ou en conseil des commissaires de façon publique, on discute, puis après ça, on passe des adoptions par voie de résolution qui peuvent aller soit au niveau du comité exécutif ou du comité de travail pour décision finale. En réalité, un commissaire, en moyenne, peut avoir 3 à 6 rencontres par mois. Okay? Ça, c'est tout excluant, dans le fond, les différents événements. Cette semaine, tout particulièrement, on a la soirée au niveau des retraités. C'est sûr que ceux qui veulent participer comme commissaires vont être présents sur les différents événements. Il y a le gala d'Optimiste, ce n'est un des événements, mais il y a plusieurs types d'activités où, dans le fond, les commissaires peuvent assister à travers d'une année. Ça représente beaucoup plus qu'une réunion par mois. Puis, je vous dis, c'est vraiment, ça peut aller de 70 à 80 rencontres facilement. C'est quand même beaucoup et le salaire de commissaire scolaire est quand même peu. Je dois vous demander, qu'est-ce qui fait en sorte justement que les commissaires scolaires restent en place et veulent continuer? Bien, si on regarde juste au niveau du coût administratif, une commission scolaire, dans le fond, si on regarde ce que ça coûte, c'est en bas de 5 %. Puis, si on regarde au niveau des différents organismes publics et parapublics, même les organismes à but non lucratif, le taux est très, très bas. Puis je pense qu'on est, dans le fond, les spécialistes au niveau de l'éducation pour défendre les intérêts en matière d'éducation. Puis c'est pour ça qu'on défend bec et ongles l'ensemble des citoyens sur ce volet-là, qui est le système de gouvernance politique, qui est un service de proximité. Les élections ont lieu il y a quelques jours déjà. Le ministre Bolduc le disait, c'est une élection qui était charnière concernant les commissions scolaires. Lundi matin, il a dit
une annonce, une révision s'imposait, pardon, pour les commissions scolaires. De votre côté, fusion, abolition, révision, on va de quel côté? Bien, maintenant que je suis élu, je ne changerai pas de discours non plus. Je suis contre les fusions municipales, les fusions, excusez, scolaires, parce que dans un principe bien simple, si on fait un comparatif avec la métallurgie, pour fusionner des métaux, ça prend deux métaux, dans le fond, qui peuvent être compatibles pour faire un bon alliage. Nous, on a des réalités qui sont complètement différentes, que ce soit au niveau rural ou urbain. Bien, on ne peut pas fusionner ça et dire, regarde, ça va faire un bon mélange. Puis, pour moi, une fusion, ce n'est pas la solution. Là, au niveau de l'abolition, on en a parlé en long et en large. On sait que l'abolition a déjà été faite dans une autre province qui est Nouveau-Brunswick. Puis, je ne reviendrai pas à dire que, dans le fond, ils ont fait marche arrière parce qu'ils trouvaient que c'était une erreur. Puis, maintenant, ils ont réintégré les commissions scolaires au tournant des années 2000. Moi, je crois, par exemple, qu'une réorganisation s'impose. C'est sûr qu'il va y avoir une réorganisation au niveau de nos services, puis il faut s'organiser avant de se faire organiser, mais laissez-nous quand même le temps, dans le fond, de trouver des pistes de solutions ensemble avec nos partenaires, avec nos directions d'établissement, nos directions de services, puis nos élus, pour être capables de mettre sur la table un projet qui va être, dans le fond, viable, puis qui va nous laisser la chance de pouvoir s'exprimer de façon positive dans ce dossier-là. Avec votre expérience scolaire, vous dites laissez-nous du temps. On peut parler de combien de temps on parle en année, on parle en mois? Bien, si on regarde juste au niveau d'un plan de redressement, le but de l'exercice, dans le fond, c'est d'être en équilibre budgétaire. C'est pas compliqué. On a demandé un délai pour être capable de présenter ça au début de janvier 2015. Mais c'est dans ces éléments-là qu'on veut, dans le fond, revenir à un équilibre budgétaire. On est dans une obligation législative d'équilibrer nos budgets. Mais le temps, dans le fond, c'est un temps continu parce qu'il faut toujours être en équilibre budgétaire. Donc, c'est des solutions qui deviennent permanentes et, dans le fond, toujours actives au niveau de nos solutions à apporter. Avec le fait de taux de participation, est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce qu'il est trop tard justement pour aller rechercher les gens? Vous demandez du temps autant pour le ministre Bolduc, on demande du temps pour la population. Ça a frôlé le 6 pour la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Est-ce qu'il serait trop tard? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller raccrocher les parents, raccrocher les gens? Bien, je pense que présentement, regarde, il y a des acteurs politiques au niveau provincial qui ont eu des discours quand même très défavorables au niveau du vote et de la participation. Si on regarde juste nous, on a eu 6,11 de taux de participation. On sait que c'est décevant, mais on en voudrait toujours plus. Mais en même temps, en comparatif, on peut regarder juste au niveau de la région d'Outaouais. Le taux de participation des Davers était de 3,2 et puis pour la CSPO, c'était 4,2. Fait que si on regarde globalement au niveau de la région, on a quand même eu un taux de participation légèrement supérieur aux autres places, sans savoir ce qui s'est passé au niveau des Hauts-Bois. Mais on peut quand même se dire, regarde, on peut faire mieux, mais les gens, malgré tout, qu'on a été sur le terrain faire, dans le fond, des démarches pour les inciter à voter, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant désabusés. Il faut, dans le fond, redonner confiance à la population dans son service de proximité-là, puis leur montrer qu'on est capable d'assurer un leadership, puis de donner une qualité de service. C'est l'élève qui doit demeurer au centre même de l'ensemble de nos décisions dans ce cas-là. Votre première tâche en tant que président? Bien, comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, le plan de redressement, c'est une obligation légale au niveau de l'équilibre budgétaire. On va avoir à prendre connaissance, moi j'appelle ça c'est la pièce maîtresse, le rapport des états financiers au 30 juin 2014, qui est l'état réel de nos finances. C'est à partir de ce moment-là, mais qu'on ait le rapport de nos états financiers, qu'on va pouvoir, dans le fond, statuer sur nos orientations à donner sur le budget. On peut parler d'un nombre réduit de 19 à 15 commissions scolaires. On a 2 à 4 représentants au niveau du comité de parents. Ça, c'est une nouvelle formule. Ça va faire partie aussi de la différence qu'on va avoir à vivre au niveau de la table. Mais je pense que les deux éléments principaux, c'est le plan de redressement et les états financiers qui doivent être, dans le fond, résolus. Comme vous dites, une différence au niveau de la table, vous passez de 18 commissaires à 10. Comment vous voyez la chose? Bien, moi, regarde, présentement, c'est sûr qu'il y a des nouveaux venus. Il va y avoir une période d'adaptation où on apprend à travailler ensemble. Pour l'intérêt principal qui est la réussite éducative de nos élèves. On n'a pas le choix, c'est notre but, c'est notre mission. Mais en plus de ça, d'ici à la fin novembre, c'est probablement vers la fin novembre, on va avoir une rencontre intensive pour se donner des orientations de conseil. On appelle ça un lac à l'épaule, mais nous, on ne fait plus de lac à l'épaule depuis les 2 dernières années en étant en contexte déficitaire. On se rencontre pareil pour donner des orientations, puis c'est ce qu'on va viser à la fin novembre, pour donner des orientations claires sur nos objectifs à atteindre pour l'année qui s'en vient. On a parlé beaucoup de gros dossiers, l'agrandissement de la formation professionnelle, le terrain synthétique. Il y avait des échéanciers qui étaient peut-être un petit peu flous. Est-ce que tous ces gros projets-là, premièrement, vont demeurer en place? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut parler d'échéanciers? Bien oui, il y a des échéanciers, mais les premiers échéanciers pour les dossiers, je vous dis, c'est les états financiers. Le 12 novembre prochain, on a une présentation. C'est sûr que là, on va dans le fond, faire l'adoption de ces états financiers-là. Il y a la révision budgétaire, le plan de redressement qui est pour janvier 2015. On va avoir des rencontres de façon successive pour amener au plan de redressement. Pour les nouveaux projets et les projets d'envergure, la bonne nouvelle, c'est que les demandes sont complétées. Les réponses devraient, dans le fond, normalement venir du gouvernement provincial
pour avoir des réponses positives. Puis ça va prendre, par exemple, une représentation politique, puis planifier des rencontres, justement, avec nos vis-à-vis pour le terrain synthétique, puis le centre de formation professionnelle, pour savoir à quel endroit est rendu le dossier, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui échappe, ou si tout est en contrôle, vous nous accueillez, on va pouvoir nous fixer plus des échéanciers de façon réelle, puis ça me fera un plaisir de venir vous communiquer ces informations-là. Parfait. Du côté de la persévérance scolaire et le décrochage, vous avez des chiffres pour nous qui sont quand même assez bien, je crois. Oui, bien, justement, je prenais connaissance de ce dossier-là pour le suivre de façon assez rigoureuse, je le mentionnais. On avait un objectif au niveau de la persévérance scolaire de 72 qu'on savait viser. Depuis quelques années, on avait tendance à faire du surplace avec une moyenne de 61,9. Puis j'ai cru comprendre qu'avec les données actualisées dernièrement, on était maintenant rendu à 68,8 Donc l'écart est plus aussi grand. On passe de 10 à 3 d'écart. Puis ça, bien, c'est grâce, dans le fond, à l'implication d'une ressource qu'on a mise au niveau central, qui, elle, cette ressource-là, travaille, dans le fond, de façon assidue à faire un suivi au niveau des jeunes qui veulent, dans le fond, décrocher. Il y a beaucoup d'appels qui sont faits en disant, vous savez, regarde, on va te donner des solutions, on va te donner un coup de main. Puis les jeunes, dans le fond, reviennent. Ils ne font pas des décrocheurs. Donc, on travaille au niveau de la persévérance en étant présent et en ayant une ressource en place qui, elle, a fait justement monter notre chiffre à 68 puis je remercie cette personne-là. En terminant, les gens peuvent s'attendre à quoi de la part du nouveau président? Est-ce que vous allez tenir la table des commissaires de la même façon? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Vous attendez à quoi? Les gens s'attendent à quoi plutôt? Bien, moi, regarde, avant de parler de comment on va fonctionner au niveau de la table des commissaires, je vais me réserver le droit de rencontrer l'ensemble du conseil. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des choses qui vont être différentes parce que je suis une personne qui est différente. Les conseillers, les commissaires scolaires qui sont là présentement sont des gens différents. Donc, c'est sûr qu'on va avoir à travailler plus fort parce qu'il va y avoir quand même les mêmes responsabilités avec un nombre beaucoup moins au niveau des commissaires. Il va falloir qu'on se répartisse les tâches. Mais oui, je vais avoir des éléments qui vont être différents, puis ça va me faire plaisir de revenir dans un deuxième temps pour venir vous communiquer ces choses-là. Mais par respect pour les membres de la table du conseil, je pense que je vais communiquer avec eux, dans le fond, ma vision, mes intentions, puis si jamais on va de l'avant, je vais vous faire la primaire de venir vous rencontrer. Merci beaucoup, M. Fréchette. Parfait. On va à la pause tout de suite après. M. Robert Goulet, le maire de la municipalité de Langy-Gardien. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu. Mon invité pour la seconde partie de l'émission, M. Robert Goulet. M. Goulet, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je veux vous demander comment allez-vous et comment va la municipalité? Moi, je vais bien. La municipalité va encore mieux. Alors, tant va son maire, va la municipalité. Alors, oui, la municipalité se porte bien. Hier soir, nous avons présenté à la réunion du conseil le discours du maire sur la situation financière de la municipalité. Alors, c'est vraiment quelque chose encore de merveilleux pour une autre année. On annonce la bonne santé financière de la municipalité. Nous avons un surplus d'exploitation pour l'année, encore de 50 000 avant la fin de l'année. Alors, on n'a même pas dépensé tout ce qu'on avait prévu. Nous avons réussi des choses un peu extraordinaires dans le fait... nous avons complété la mise à jour de tous nos bâtiments municipaux. On savait qu'on avait construit de nouveaux bâtiments dans les dernières années. Là, on a mis à jour les bâtiments existants, rénovés, remis à neuf, alors ce qui nous permet encore d'envisager une vingtaine d'années sans aucune difficulté. Alors, on a tout fait ça. On a fait également la remise à neuf aussi de la cour des travaux publics. Alors, on a fait des agrandissements, une plateforme asphaltée pour recevoir les abrasifs avec du sel pour éviter que ça pénètre dans le sel, pour éviter la contamination. On a
côté du parc d'affaires, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça allait très bien. Ah, ça allait très bien, ça va plus que bien. Le parc d'affaires est encore un très gros succès cette année. On en est rendu à 7 nouveaux bâtiments. Il y en a encore qui sont en construction. Il est en marché de vendre encore des terrains là, dans les semaines qui suivent. Alors, c'est extraordinaire. On a beaucoup de difficultés à comprendre. Tout le monde parle de la décroissance économique un peu partout au Québec, alors que chez nous, c'est le contraire. Je pense que c'est notre meilleure année qu'on a eue à date. Au niveau de la construction domiciliaire, c'est la même chose. On a plus de 40 maisons neuves de construites et on a encore des permis qui sont à l'étude, là, qui doivent être émis, 3 ou 4 permis qui doivent être émis encore là, cette semaine. Alors, on ne sent vraiment pas de difficultés, nous, dans ce sens-là. Alors, ça permet une bonne santé financière, comme je disais tout à l'heure, à la municipalité. Justement, selon vous, qu'est-ce qui fait que tout va si bien chez vous? Et on parle de difficultés financières pour d'autres villes, d'autres municipalités. Bon, je pense que, d'abord, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, ce n'est pas nécessairement juste le bon travail fait par la municipalité, soit par ses élus ou ses employés. Il y a également un aspect chance dans tout ça. On est situé dans un endroit un peu particulier, c'est-à-dire tout près de l'autoroute, avec une sortie de l'autoroute, ce qui rend la communication avec les deux grandes villes, Gatineau et Ottawa, plus facile pour nos résidents, ce qui permet aussi justement la construction de bâtiments industriels et commerciaux dans notre parc d'affaires parce qu'on a une proximité de l'autoroute et tout ça. Alors, on est bien situé. On est situé dans un contexte aussi où nous n'avons pas à maintenir un centre-village, parce que nous, amoureusement, nous disons tout le temps que notre centre-village, c'est Buckingham. On est très bien desservi, puis on entretient d'excellentes relations avec les gens de Buckingham, avec les résidents de Buckingham, avec les fonctionnaires du point de service de Buckingham. Alors, c'est vraiment plaisant de vivre dans cette situation-là. Alors, ce qui fait que finalement, nous n'avons pas, comme je disais tout à l'heure, à maintenir des grosses infrastructures, que ce soit l'aréna, que ce soit des bibliothèques, ces choses-là. Nous avons l'entente avec Gatineau au niveau sport, loisirs et culture qui nous oblige aussi qui nous oblige pas à tout créer ça. Alors, ce qui veut dire que financièrement, ça nous aide beaucoup. Donc, ça nous permet d'offrir le meilleur service, la meilleure qualité de vie pour nos citoyens. Et on change complètement de sujet. Vendredi, Chamboisé a été envahi par des petites princesses, des petits monstres, des petits Dracula. Parlez-moi de l'événement. Est-ce que ça a bien été? Ça a été tout à fait fantastique, contrairement à l'an passé, qui était notre première, et on a été mouillés par la pluie d'une façon incroyable. Alors, cette année, on a eu une température merveilleuse. Alors, nous avons eu plus de 1000, je dirais jusqu'à 1200 personnes qui sont venues Chamboisé de 5 à 7 heures. Encore là, c'était la même formule, c'est-à-dire que les maisonnettes de Chamboisé servaient de point de ralliement pour les enfants. En arrivant, on leur donnait un coupon qui leur disait quelle maisonnette ils devaient aller visiter. Chacune des maisonnettes était habitée par des acteurs qui étaient costumés. Et, certains chantaient, certains faisaient des trucs de magie, etc., etc. Et les enfants se présentaient là et ils obtenaient un nouveau coupon qui leur disait quelle est la maisonnette suivante qu'ils devaient visiter. Ils recevaient des bonbons. Alors, ils en faisaient une quinzaine comme ça. Par la suite, ça se terminait par un spectacle, une danseuse du feu, etc., etc., un concours pour les costumes et une petite danse à la fin. Alors, mais la danse n'a pas été tellement longue, les gens sont repartis fatigués, là, assez à bonne heure. Alors, ça a été un super succès, les gens étaient enchantés. On a même eu encore un débordement en termes de circulation. On avait construit à Chamboisé durant l'été, 2 stationnements additionnels pour éviter les débordements, mais on a été débordés sur la route 309 pratiquement jusqu'à l'avenue de l'Ange-Gardien. Nos pompiers étaient là pour la sécurité et tout ça. Et les gens de l'Ange-Gardien nous disent, bon, on n'a presque pas eu de visiteurs à l'Halloween, très peu cette année. Ben, les jeunes étaient chez nous, en sécurité, à Chamboisé. Et ils avaient beaucoup de plaisir. Ils sont tous repartis avec un gros sac de bonbons et tout le monde était heureux. Alors, ça a été une soirée merveilleuse, avec une belle température. On peut quasiment dire à l'an prochain pour une 3e édition. Oh, absolument, absolument, absolument. Et là, je vais vous entendre sur un autre sujet. On parlait d'agrandissement, vous parliez de permis de construction qui s'en vient. L'agrandissement du CPE, le Lièvre et la Tortue, c'est annoncé il y a quelques semaines déjà. Oui. C'est une bonne nouvelle pour vous, un agrandissement comme ça, là. Ben, en fait, c'est la création ou la construction de 2 nouvelles installations. Une au vol à voile, qui est sur le même terrain que celle qui existe actuellement, et l'autre sur le chemin Mary, qui est un tout nouveau bâtiment, ce qui nous donne en réalité 138 places de plus une, 78 places, l'autre 60 places.
Alors, c'est extraordinaire pour l'Ange gardien. Pourquoi nous avons obtenu du gouvernement qui a octroyé ces permis-là avec parcimonie, là, ça a été un petit peu difficile. Bon, encore une fois, l'Ange gardien, on a donné un coup de pouce. Alors, les CPE, bon, on les supporte, nous, depuis le début. Et encore une fois, on a offert des terrains gratuitement, des terrains que nous avions obtenus dans les transactions pour les parcs et terrains de jeu. Alors, nous avons fourni ces terrains-là gratuitement, ce qui réduisait finalement le coût total de la construction d'une façon assez intéressante. Alors, c'est sûr, pour les fonctionnaires de Québec qui recevaient les projets, ben, ils voyaient la mobilisation, l'argent qui venait de la municipalité et ça réduisait les coûts. Donc, on a eu la chance. Et également, les statistiques démontrent qu'on a une population qui croît très rapidement au niveau des jeunes ménages, des jeunes enfants et tout ça. Alors, on est choyé. Alors, c'est en construction. Ça va être ouvert au printemps. Alors, les gens sont invités. Les gens de l'Ange gardien auront une priorité. Et s'il y a encore des places vides par la suite, bien, c'est les gens de la région immédiate qui en profitent. Vous avez dit que la municipalité a donné les terrains justement pour l'agrandissement et les nouvelles constructions, dans le fond. Est-ce que vous n'avez pas peur que certaines personnes disent que la municipalité aurait peut-être perdu un coup d'argent justement en ne les vendant pas? Pour vous, pourquoi c'est important pour la municipalité de donner ces terrains-là? C'est une question de service, c'est une question de satisfaire nos citoyens. Alors, je le disais tout à l'heure, on a une grosse population de jeunes couples. Et les jeunes couples viennent s'installer chez nous parce que justement, on offre des bons services. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure qu'on a eu une croissance au niveau de la construction des résidences. Les gens reconnaissent les services qu'ils ont chez nous. Alors, pour nous, c'est un investissement qui finalement est totalement anodin en comparaison des taxes que les résidences de ces personnes-là qui viennent s'installer chez nous nous rapportent. Alors, c'est toujours une question d'attirer les gens chez nous avec des bons services et de leur donner une qualité de vie qui est meilleure qu'ailleurs, finalement. Et les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits, évidemment. On change encore une fois complètement de sujet. J'en profite, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on passe une panoplie de sujets. Embauche de premiers répondants. Lors du conseil municipal du 3 novembre, vous avez parlé d'embauche de premiers répondants. Justement, je veux savoir exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est qu'est-ce que premier répondant, premièrement? Et est-ce que la municipalité est rendue à être une telle grosseur que c'était inévitable d'embaucher des premiers répondants? Bien, la création des premiers répondants remonte déjà à plusieurs années, à peu près 6 ans, je pense, 6 ou 7 ans de mémoire. Nous avions, à ce moment-là, au Conseil, pris cette décision de créer ce service-là, compte tenu du fait qu'il y avait eu des gros changements au niveau des ambulances et tout ça. Et il y a encore des malaises, même si ça s'est amélioré, il y a encore des malaises dans ce sens-là. C'est-à-dire que les ambulances étaient loin de chez nous, étaient loin surtout des points éloignés, comme la partie nord de notre municipalité, tout ça. Et il y avait un danger pour la santé des gens, que les ambulances arrivent trop tard. Il faut comprendre que les ambulances desservent aussi Gatineau. Alors, s'il y a un cataclysme important, un incendie majeur à Gatineau, bien, tous les ambulances se concentrent là. Ça veut dire que la campagne, nous, on est laissé complètement là, dans le noir. Alors, on a créé ce système-là. Système qui fonctionne excessivement bien. Ces gens-là répondent à tous les appels. Ils ont les mêmes appels que les ambulances. Et je dirais à 80 ou 85 des cas, ils sont là bien avant les ambulances, sont en mesure de donner les premiers soins, protéger les victimes, les malades, etc., etc. Alors, c'est un programme qui a fait ses preuves. Je pense que si j'écoute ce que les citoyens me rapportent, c'est probablement le programme qui est le plus prisé, le plus aimé à la municipalité parce que les gens se sentent en sécurité. On a un bon service d'incendie, mais on a doublé ça avec un bon service de premiers répondants. D'ailleurs, ce sont des gens, en bonne partie du service d'incendie, qui ont pris des cours, qui volontairement ont pris des cours, se sont qualifiés et sont devenus premiers répondants. Alors, nécessairement, c'est à peu près du bénévolat. Ils sont payés à peu près rien. Alors, au fil des ans, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui, pour des questions de famille, abandonnent le programme. Donc, il faut renouveler. Alors, cette année, on doit en engager 9 nouveaux. Nous avons procédé à l'engagement de 5, tel que je l'ai dit hier à la réunion du Conseil, qui sont des ambulanciers qui demeurent sur le territoire de l'Ange gardien et qui sont prêts à donner leur temps pour travailler comme premiers répondants. Alors, on a des véhicules qui sont équipés dans ce sens-là et puis on sont capables d'aider. Et il en reste 4 qui se sont qualifiés, mais qui doivent être formés. Alors, ce sera fait dans le courant des mois qui s'en viennent et finalement, on aura... l'idée, c'est d'avoir... on n'a pas besoin de 25, mais on en a beaucoup en disponibilité parce que c'est une question de disponibilité. Alors, vu que c'est pratiquement du volontariat, bien, les gens, souvent, ne sont pas attachés au bout du téléphone. Là. Alors, il faut avoir une disponibilité. Alors, ça nous permet d'offrir le meilleur service.
Très intéressant. Et là, je veux vous aborder sur l'intégration sociale des aînés de l'Ange Gardien, le projet pilote de maintien à domicile, Bien vivre chez soi. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet-là? Bien, c'est un projet qui découle d'une subvention que nous avons obtenue du gouvernement fédéral et qui a fait suite au programme MADA, la municipalité amie des aînés. Alors, nous sommes maintenant qualifiés comme une municipalité amie des aînés. Et par la suite, le gouvernement est venu avec cette subvention-là, possiblement offerte à certaines municipalités que nous avons bénéficié. Alors, l'idée, c'est de travailler au maintien des personnes aînées dans leur domicile le plus longtemps possible. On sait que ça coûte une fortune, des gens qui vont vivre en résidence de personnes âgées. Pour plusieurs, c'est la chose la pire qui peut leur arriver dans leur vie, parce qu'on sait très bien qu'en campagne, comme nous ici, on n'a pas de résidence de personnes âgées, ou très peu. On en a une de quelques... En fait, il y a très peu de place. Alors, ce qui veut dire que les gens sont obligés d'envisager, lorsqu'ils sont plus capables de rester dans leur maison, d'aller vivre dans des résidences de personnes âgées en ville, à Gatineau, entre autres. Et là, ils sont coupés. On leur coupe tout leur filet social. On leur enlève toute leur vie. S'ils ont vécu 60 ou 70 ans, 75 ans, 80 ans dans un milieu particulier, bien, ils s'éloignent de leur famille, de leurs amis, de leurs habitudes et tout ça, de leur maison, ce qui est important, leurs biens, pour les envoyer à l'extérieur où ils n'ont à peu près jamais de visite et tout ça. Alors, l'idée, c'est de mettre sur pied un programme qui va faciliter le maintien à domicile des gens de la municipalité de l'Ange Gardien. Alors, on a engagé une personne qui doit, avec la subvention, qui doit mettre sur pied un programme. Alors, les gens 50 ans et plus ont été invités par voie de courrier à se présenter pour créer un comité et amener des idées sur ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est du transport? Est-ce que c'est des visites à domicile, etc., etc.? Alors, les gens vont pouvoir s'exprimer et vont nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aider ces gens-là à rester chez eux. Environ, je vous dirais, un petit 30 secondes, je vais vous entendre sur le partenariat avec le Carrefour Clôturel-Estacade. Oui, bien, c'est un partenariat qu'on a créé il y a maintenant 3 ans avec Carrefour Estacade, compte tenu du fait qu'avant, nous avions une corporation de bénévoles qui voyaient à l'organisation de nos activités sociales et tout ça. Et ça devenait compliqué avec des bénévoles, beaucoup de roulements et tout ça. Alors, finalement, on a signé une entente avec le Carrefour Culturel Estacade qui nous fait tout ce travail-là, moyennant un certain montant d'argent, et ça rapporte très, très bien. Ils nous font un excellent travail. Excellent. Un beau partenariat que vous avez avec votre centre, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Goulet. Je vous en prie. Parfait. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle qu'Infomax suit tout de suite après. D'ailleurs, vous pouvez suivre Parole à l'élu sur le site Internet de la TVC, le www.tvc.qc.ca. Toutes les émissions sont sous l'onglet Web Télé. Donc, je vous invite à aller visiter le site Internet. Si vous avez des questions, des commentaires, juste à m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et restez à l'écoute de votre TVC. Passez une excellente soirée sur nos ondes.